J'ai retrouvé mon pays et je suis là en visite à Bordeaux. Vous me demandez comment la Côte d'Ivoire va. Pour juger de la santé d'un pays, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La vie des Ivoiriens eux-mêmes, leur quotidien, et bien d'autres facteurs au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Mais comme le pays est un pays qui sort des crises, et la Côte d'Ivoire que j'avais laissée derrière moi, ce n'est pas elle que j'ai retrouvée. Voilà. Mais quand vous voulez vous intéresser à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, d'abord, regardez dans le rétroviseur la Côte d'Ivoire d'il y a 15 ans dont vous parlez. Ok. Donc moi, je n'étais pas là avec vous. Cette Côte d'Ivoire qui était en guerre. Cette Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne se parlaient pas. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, en tout cas dans les grandes agglomérations, tout comme dans les campements et les villages. Les Ivoiriens ont commencé à se parler. Et il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire que nous pratiquons donc, au quotidien, avec les Ivoiriens eux-mêmes, dans leur quotidien. Et puis il y a la Côte d'Ivoire des réseaux sociaux, qui est en guerre. La guerre qui avait lieu physiquement, en présentiel, en Côte d'Ivoire il y a 15 ans, elle a déménagé sur les réseaux sociaux. Donc pendant que les Ivoiriens parlent de paix en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, vous voyez donc que les temps sont toujours en guerre. À partir de là, je pense que les stigmates de la guerre n'ont pas encore quitté l'esprit de certaines personnes. Et c'est normal. On ne quitte pas une situation de guerre comme on quitte un dîner gala. Donc il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. J'ai eu le temps de vivre la Cannes. J'ai vu des Ivoiriens qui, au son de l'hymne national de Côte d'Ivoire, au son des couleurs de la Côte d'Ivoire, le même cœur battait. On a pleuré ensemble. Mais les Ivoiriens pleurent sous le poids de, de la vie chère. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. On n'a pas besoin d'écrire pour le savoir. Voilà, les factures d'électricité qui avaient augmenté, toutes les denrées de première nécessité dont les prix ont flambé sur le marché. De ce côté-là, les Ivoiriens crient encore et aimeraient voir la situation s'améliorer. De ce point de vue, il y a un problème. Ça, je peux vous le dire. Et tout récemment, les enseignants étaient en grève aussi, parce qu'ils réclament des primes. Mais ça, on ne finit pas de construire un pays. Et le moins que moi j'ai souhaité, mon parti et moi, c'est que les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement et les enseignants, et tous ceux qui étaient en grève, trouvent donc un cadre de discussion. La Côte d'Ivoire politique aussi. Voilà, c'est aussi ça. Il y a la Côte d'Ivoire sociale, où il y a beaucoup à faire, il faut le dire. Seulement, quand on en parle, il y en a qui ont l'impression que c'est parce qu'on ne les aime pas qu'on dit que la vie est chère. Et je voulais leur dire ici, quand on va au marché, le prix du kilo de riz est le même pour les militants de tous les partis politiques. Comment quelqu'un peut refuser qu'on lui présente la situation que lui-même, il vit? À partir de là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'opinion politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'opinion publique en Côte d'Ivoire. L'opinion qui est une variable, qui apprécie les choses selon leur nature. Il y a des militants des partis politiques, les yeux fermés, ils sont avec leur leader. C'est tout. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, c'est un vrai problème pour la Côte d'Ivoire. On est dans une double dictature. Parce que les opposants disent on vit une dictature du parti au pouvoir. Mais eux-mêmes, vous allez voir qu'ils n'acceptent même pas qu'on contredise leur leader. Alors vous vous demandez, ils sont dans l'opposition, ils refusent la contradiction, ils refusent le débat contradictoire, ils sont allergiques à la critique. Et le jour où on leur met les moyens de l'État dans les mains, qu'est-ce que nous devient? J'étais allé à Soubré. Soubré, tous les barrages qui donnent l'électricité à la Côte d'Ivoire sont dans la Nawa. Soubré, c'est une zone de forte production. Vous prenez la route qui quitte Mans, ça passe par Soubré. Pour aller où? Au port de San Pedro, qui est le port de cacao. Il n'y a pas de route. Des Mans à San Pedro, en passant par Soubré, c'est un calvaire. Alors tu te demandes, comment on oriente donc les plans de développement? Il y a une injustice criante qui règne. Et ça, il faut rattraper cette injustice. Il faut investir là où on peut en retour faire, je dis, du bénéfice.
mais ce n'est pas ce que j'ai constaté. Je ne crache pas sur les ponts d'Abidjan, je ne crache pas sur les infrastructures qui sont déjà en cours de réalisation, qui ont déjà été réalisées. Maintenant, il faut faire en sorte qu'on puisse aussi avoir un regard sur les autres régions. Prenez Gagnoa. Vous quittez Abidjan, vous traversez. Dès que vous entrez, vous êtes à l'entrée de Gagnoa, la misère vous sourit. De Gagnoa d'Iberoa jusqu'à Galoa, vous voyez qu'il n'y a presque pas de route. Donc, il y a plusieurs Côtes d'Ivoire. Mais bon, je me dis, on finit jamais de construire un pays. Donc, moi, je me dis, ça va venir. Mais voilà le constat que j'ai fait déjà. Au-delà de ce que M. Tidantem a vu à Soubré, il y a d'autres villages où les enfants prennent le coup sous les hangars. C'est notre devoir, en tant que leader politique, qui pensons la Côte d'Ivoire de demain, c'est notre devoir de faire en sorte qu'il n'y ait pas un développement à double vitesse. Que les uns ne se sentent pas lésés et que les autres sont heureux. Parce que quand vous posez ce problème, vous aurez tout de suite en face de vous des gens qui vous diront non, ça va dans la Côte d'Ivoire, ça ne va pas pour tout le monde. Et moi, quand je viendrai au pouvoir, mon rôle, c'est de combler cette facture sociale, de faire en sorte que les Ivoiriens, partout où ils sont, se sentent aussi bénéficiaires du développement et du plan que moi je vais mettre en marche. Moi, j'ai toujours dit oui, que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, c'est un tout qui a besoin de tous. Ce sont ces confins-là où se trouvent nos populations, qui peuvent me faire un mois sans voir la couleur d'un billet de 1000 francs. La Côte d'Ivoire, ce sont ces villages reculés, loin des centres de santé, loin des banques. Ce sont ces populations-là que nous devons embarquer dans le bateau de développement que nous voulons mettre en place. Il n'y a aucun président au monde qui, quand il vient même au-delà de 2 mandats ou 3, peut développer tout un pays. Même la France est toujours en construction. La Côte d'Ivoire est en construction. Le président Ouattara, il vient, il fait ce qu'il a à faire, il part. Après lui, d'autres viendront, ils vont continuer là où il s'est arrêté. C'est ma vision des choses. Vous savez, moi je veux diriger la Côte d'Ivoire demain. Je n'accepterai pas qu'on puisse cracher sur tous les efforts que j'ai faits. On dira peut-être que j'ai fait, mais il y a beaucoup à faire encore. Je préfère parler comme ça. Parce que demain, quand je serai au pouvoir, ça va être difficile pour moi d'accepter que, pendant que je fais des efforts, me dire que je ne fais rien du tout. Ce serait être pas honnête de dire que le président Ouattara n'a rien fait du tout. Pour les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, voilà, voir que dans des villages reculés, il n'y a même pas de l'eau potable, est-ce que ce n'est pas un échec? Je ne suis pas là pour justifier tout cela. Je vous dis que moi, par principe, je ne peux pas dire que le gouvernement qui est là n'a rien fait. Je dis qu'il y a beaucoup à faire. Parce que j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a des villages reculés, je viens de vous le dire, qui aujourd'hui sont loin des centres de santé, qui aujourd'hui peinent même à avoir un repas par jour. Ça existe dans notre pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout cela, c'est un élan de construction. Nous voulons venir au pouvoir pour demain commencer là où les autres se sont arrêtés. C'est de ça que moi je parle. Vous savez, pour que un pays puisse connaître une stabilité dans la durabilité, il faut 3 choses. C'est mon regard. Il faut d'abord des institutions très fortes, intemporelles, qui puissent traverser le temps. Des institutions impersonnelles. Deuxièmement, il faut à ce pays une armée républicaine qui ne se mêle pas de la chose politique, qui n'est pas une armée qui est là pour servir un clan. Et la dernière des choses, il lui faut une classe politique responsable, consciente de l'impact de ses paroles, de ses actes sur la population. Ces 3 choses, pour moi, ne sont pas réunies. C'est pourquoi notre pays peine à s'élever. Une classe politique qui est dans la belligérance, qui est dans les querelles, qui ne peut même pas s'attendre sur le minimum. Le minimum, c'est une commission électorale indépendante, avec des règles que tout le monde est prêt auxquelles tout le monde est prêt à obéir. Ce que je ne constate pas. Par exemple, on va vous dire, la commission électorale indépendante, il faut la dissoudre, il faut la changer.
Ceux qui le disent sont à l'intérieur de la commission électorale indépendante. Il suffit seulement qu'ils en sortent. Et c'est terminé. Le problème, il est posé. Parce qu'il y a un problème, pour le résoudre, il faut le créer. Donc vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Je constate que certains opposants veulent une chose et son contraire. Le COJEP n'est pas au sein de la commission électorale. Parce que nous estimons qu'il faut la changer. Cette commission ne peut pas donner à la Côte d'Ivoire une élection crédible. Je l'ai dit hier, même quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, que je ne comprends pas, M. Vergès, qu'on puisse réunir des partis politiques en compétition, leur demander de se réunir et d'élire en leur sein un président qui, avec une équipe, va organiser les élections. Ce n'est pas juste. Si vous êtes mon représentant au sein de la commission, votre rôle, c'est de faire en sorte que moi je gagne. Mon adversaire en fera de même. Il faut exclure les partis politiques de la commission électorale indépendante. Confier l'organisation des élections en Côte d'Ivoire à des techniciens. Si d'aventure les partis politiques doivent y siéger, c'est en tant qu'observateurs. Telle est ma position, elle est connue. Regardez, quand on parle du nettoyage de la liste électorale, nos gouvernants semblent nous dire que nous n'avons pas raison. Il y a un député, l'honorable Assali Timoko, que je vais citer ici, qui nous dit, devant les caméras, qu'il a les preuves qu'il y a des personnes qui sont sur la liste électorale de manière frauduleuse et qui n'y ont pas droit, et qu'il a les preuves. Et qu'il a servi le procureur de Tiasalé, qui lui a dit ne pouvoir rien faire sans l'accord du procureur de Yopougon. Monsieur Assalé, l'honorable Assalé, s'est levé, il est allé voir le procureur de Yopougon, qui lui a dit, je ne peux rien faire sans le ministre de la Justice. Il est allé porter l'affaire devant le ministre de la Justice. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Ceux qui fraudent notre nationalité, ceux qui fraudent leur présence sur notre liste électorale, s'il n'y a pas de sanctions, à qui ça profite? Après, on est surpris que des gens fraudent notre passeport, que des gens fraudent notre pièce nationale d'identité, alors que là, il y a un problème qui est posé. Moi, j'ai peur pour 2025. Parce que les acteurs ne veulent pas d'un jeu avec des règles bien déterminées. Chacun veut se servir de la commission électorale pour gagner. Ce n'est pas juste. Il faut une commission qui puisse retourner aux Ivoiriens le choix qu'ils ont fait dans les urnes. Pour convaincre les Ivoiriens, ce n'est pas difficile. Il faut juste leur présenter un projet de société qui puisse prendre en compte leurs préoccupations, leur quotidien, leur dire quelles sont les solutions que nous proposons pour leur santé, pour l'éducation de leurs enfants, pour leur quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Et au vu de l'analyse qu'ils feront des différents projets des candidats, il faut un choix clair. Quand on dit à 20h, on donne le résultat, le gagnant est connu à 20h. Voilà ce qu'il faut faire. Souvent, quand vous donnez la liste de ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, vous omettez mon nom. Peut-être parce que vous n'en parlez pas trop, peut-être. Moi, je n'ai pas besoin d'en parler. Est-ce que moi, j'ai besoin de souligner une injustice que moi je vis pour que vous la donniez? Quand vous dites que vous êtes un combattant et que vous dénoncez les injustices et que vous êtes là pour combattre, pour rétablir ce qui est, on n'a pas besoin que celui qui est victime de cette injustice en parle. Vous en parlez vous-même. C'est comme ça qu'on reconnaît le combattant. N'est-ce pas? N'est-il pas vrai que je suis condamné à 20 ans? N'est-il pas vrai que nous étions 4 à avoir eu un mandat d'arrêt contre nous, de la CPI, le président Gbagbo, l'ex-président Dame Simone Gbagbo, le général de Goblet et moi-même. La première dame Simone Gbagbo est amnistiée, le président Gbagbo est gracié, le général de Goblet est gracié, sauf moi. Le nom du président Gbagbo est radié de la liste électorale, moi aussi, je suis radié de la liste électorale, Guillaume Soro est radié de la liste électorale. Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un, ce sont des faits. On ne triche pas avec les faits. Donc pour vous, il y a des commentaires à géométrie variable. Ce que je vous dis, oui, c'est que je pense que le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Ouattara, a tout le pouvoir qu'il faut pour qu'on tourne la page. Je l'ai déjà dit, je voulais encore le répéter ici. La Côte d'Ivoire vient de loin. Notre pays vient de loin. Nous avons vécu des décennies de crise. Pourquoi? Pourquoi on doit encore avoir des gens qui sont radiés de la liste électorale? Les mêmes causes là.
produisent les mêmes effets. Les effets, là, nous les connaissons tous. Ce sont les Ivoiriens qui en souffrent. Moi, je demande au président Ouattara de faire en sorte de prendre une décision forte pour qu'on puisse éviter aux Ivoiriens toute cette pression. Je n'ai pas dit forcément une guerre, mais c'est une pression inutile qui va faire que, s'il fait ce geste à la veille des élections, vous savez qu'on ira aux élections sans pression. Mais pour vous, il ne faut pas que l'annonce d'une élection ressemble à l'annonce d'une guerre. Les élections ne doivent pas faire peur en Côte d'Ivoire. Ça doit être un jeu. Je lance cet appel encore. Regardez, on m'y prend. Et c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui me remet en 2014 à la Cour pénale internationale. Oui, parce que, selon eux, les juridictions de la Côte d'Ivoire n'étaient pas encore habilitées à me garantir un procès équitable relativement à la crise post-électorale. Ma responsabilité devait être située. La Cour pénale internationale m'acquitte en première instance, après 6 ans de procès. Le procureur de la CPI fait appel. L'affaire est donc conduite devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Il s'avère que le président de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale est en même temps le président de la CPI, le président en exercice. Donc, je suis acquitté en première instance avec le président Gbagbo. Ensuite, on est conduit devant la chambre d'appel. La chambre d'appel confirme le 31 mars 2021 notre acquittement relativement à la crise post-électorale. La justice de Côte d'Ivoire, pour les mêmes faits de la crise post-électorale, me condamne à 20 ans par contumace. Là encore, il y a un débat. Pour condamner un individu par contumace, il faut qu'on ne sache pas où il se trouve. Or, le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est lui qui m'a amené devant la Cour pénale internationale, donc il sait où il me trouve. 2, il faut que je n'ai aucune raison valable qui explique mon absence à mon procès. Or, je ne pouvais pas en même temps être devant la Cour pénale internationale et en même temps être à Abidjan. Donc, j'avais une raison valable. Donc, la nullité ici de la condamnation par contumace. Mais tout cela, on file tout cela au pied. Deuxièmement, nebis indem, c'est une expression latine qui stipule que nul ne peut être poursuivi, ni jugé, ni condamné, ni puni pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été jugé et acquitté. On me parle de barrages. Vergès, vous avez suivi le procès là, non? Oui, je trouve. On parlait de quoi? On ne parlait pas de barrages. On parlait de tout cela là-bas. Vous voyez, c'est tout ce jeu trouble que je dis, c'est pas utile tout ça. Mais justement, vous n'avez... Et aujourd'hui, le président Gbagbo est radié de la liste électorale. Il faut le rétablir dans ses droits. Charles Blé Goudé, il faut le rétablir dans ses droits. Guillaume Soro a un problème avec son ancien partenaire, dont j'ignore les causes réelles. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une réconciliation entre les deux. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour parler paix. Moi, je souhaite que la Côte d'Ivoire voit tous ses enfants se retrouver. Et puis, qu'on organise une élection transparente, inclusive. Celui qui aura gagné, il va nous diriger. Mais moi, je sais que si une élection est ouverte en Côte d'Ivoire, je la gagne. Le président de la CEI, je trouve qu'il parle trop. Je trouve qu'il parle trop et je le trouve arrogant. Je l'ai déjà dit. Je le trouve condescendant. C'est notre argent qui le paye. Il est payé pour nous donner une élection crédible. Il n'est pas partisan. Il dit qu'il faut qu'on lui apporte les preuves. Je lui indique ce soir, à travers votre caméra, qu'un député à l'Assemblée nationale, qui est député de Terre-Salé, il s'appelle Assalé Timoko, il a les preuves. Qu'il y a des individus qui sont frauduleusement inscrits sur notre liste électorale. À partir de là, ça veut dire qu'il y a certainement d'autres, comme le signifie le député dont vous venez de parler, Maître Chrysostome. Donc il faut qu'on pose ces questions, il faut qu'on puisse les débattre pour éviter des crispations inutiles. C'est à nous, opposition aussi, d'être vigilants pour poser les problèmes. Pour moi, l'essentiel ici, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut lui éviter une autre crise, qui c'est une crise de trop. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, ce qui crée les problèmes, ce sont les élections mal organisées ou contestées. Nous le savons. Et je pense que notre intelligence est capable de nous amener
à trouver une solution à ces problèmes-là. C'est pourquoi, moi, j'en appelle ici à la vigilance de tous ces acteurs-là, tous ces responsables, tous ceux qui sont là au pôle de décision, qu'il faut donner à la Côte d'Ivoire une élection crédible et inclusive. Une liste électorale, vraiment, sur laquelle se trouvent ceux qui y ont droit. Vous savez, quand vous gagnez par la tricherie, vous serez un président tricheur. Et personne n'aura un respect pour vous. Et comme vous êtes le leader du pays, vous enseignez donc la tricherie. Et le pays sera un pays de tricherie. Le découpage électoral, quels sont les critères? Est-ce la démographie? Quand on légifère, il faut légiférer pour la postérité. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Quand vous avez bien dirigé, quand tout se passe bien, le jour où vous perdez le pouvoir, vous vivez dans le pays, vous menez notre vie. Vous voyez Barack Obama. Là, il est en campagne pour... Oui, mais moi je le vois en train de vivre. Kamala Harris, ouais. Après la présidence, il y a une autre vie. Ce sont des démocraties très avancées tout de même. Hein. Non, mais moi je vous amène tout de suite à RDC. Bah, peut-être. Voilà. Vous n'allez pas, pas me dire que... Non, là encore. Voilà. Le président Kabila, il n'est plus président. Il est sur sa moto, il va au champ avec son épouse, il mène une vie. Là encore, vous allez me dire que c'est trop loin. Je vous amène chez nos voisins ghanéens. Tout à fait. Aucun président ghanéen, quand il perd le pouvoir, ne va... C'est un pas de la Côte d'Ivoire quand même. C'est un pas de la Côte d'Ivoire. Ils sont là, tous les anciens présidents, autour du président en exercice. Une fois par an, ils ont un dîner où ils se retrouvent pour parler des questions qui engagent la nation. Mon rêve, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir des élections au bout desquelles il y a un président sortant qui passe le flambeau à un président élu. Et que le ciel ne tombe pas sur la Côte d'Ivoire. Et que les présidents qui perdent le pouvoir en Côte d'Ivoire puissent mener leur vie paisiblement. Leurs ministres puissent vivre en Côte d'Ivoire. Pour ça, j'attends dire non, si on perd le pouvoir, soit on va mourir, soit on va aller en exil, soit on va aller en prison. Non, ce n'est pas un bon postulat. Il faut faire en sorte que le pouvoir puisse être un jeu, ce qu'on appelle l'alternance. Vous pouvez perdre le pouvoir, et puis demain, vous menez l'autre vie. Le président Sarkozy, il est en France, non? Il vit, il est là. Charles de Gaulle n'est plus de ce monde. Mais la France n'a pas été rayée de la carte du monde. C'est ce regard-là qu'il faut avoir sur la gestion du pouvoir. Mais si je quitte là, je laisse la place à qui? Mais ce n'est pas vous qui choisissez, on n'est pas dans un royaume. C'est le peuple qui choisit. Winston Churchill, face à Hitler, a mené une bataille pour rétablir la dignité de l'anglais. Mais Winston Churchill n'est plus de ce monde. L'Angleterre est là. Lincoln n'est plus là aux États-Unis. Mais l'Amérique est toujours là. Il faut éviter de personnaliser les problèmes chez nous. Quand je vois certains leaders de notre génération s'accrocher à des personnes, je les regarde. Je dis, est-ce qu'ils sont dignes de notre génération? Parce que quand vous vous accrochez, votre engagement est par rapport à une personne, les personnes passent. Restez scotchés à une vision. On en a fini de parler dans la généralité, et je pense que je parle à tout le monde pour que chacun de nous comprenne le rôle que nous avons à jouer. C'est à nous de faire de cette Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire démocratique. Il faut Boni s'est battu. Pour parler justement... Et il a eu des problèmes qu'il a réglés en son temps. Des problèmes relatifs à son époque. Après lui, il y a eu le président Bédié qui a réglé des problèmes liés à son époque. Après, il y a eu le président Gueye qui a assuré une transition. Et le pouvoir est revenu dans les mains des civils. Le président Gbagbo a dirigé selon les réalités de son époque. Aujourd'hui, c'est le président Gbagbo Ouattara qui dirige. Après, je parle, il est des passages. C'est ça qui est la vie. Et demain, d'autres personnes viendront diriger avec leurs idées. Voilà la Côte d'Ivoire dont moi je rêve. 13 ans après, ce que je constate, la Côte d'Ivoire politique avec ses conflits, la Côte d'Ivoire politique avec ses vengeances qui sont ruminées, n'est pas encore finie. Elle est là. Et vous avez dit, vous avez peur il faut maintenant travailler parce qu'on ne puisse pas mettre le feu aux poudres. Pour le faire, nous devons nous asseoir pour discuter. Poser les problèmes, même ceux qui fâchent. Voilà d'abord avant qu'on parle des moments de joie, et ce que moi je souhaite. Maintenant, pour revenir à cette voiture dont vous parlez, ben écoutez, le 26 novembre 2022, sous une pluie battante, j'ai foulé le sol de Yopougon. D'abord l'aéroport, j'étais content d'embrasser ce sol de mes ancêtres. C'était avec beaucoup d'émotion. Je faisais un saut dans le vide, parce que j'étais condamné à 20 ans, je ne savais pas ce qui m'attendait. Les militaires avaient pris d'assaut l'aéroport, c'était nombreux. Je ne savais pas à quelle sauce il allait être mangé, mais c'est ça aussi. J'aime bien affronter mon destin.
Et puis de là, je suis parti à Yopougon, où un accueil chaleureux m'a été réservé par les Ivoiriens. Je voulais ici saisir votre micro pour leur dire merci. Et les Ivoiriens ont dit qu'ils ont peur de la pluie. C'est la première fois. Et ça, excusez-moi, tout orgueil mis à part, que je vois les Ivoiriens qui, au fur et à mesure qu'il pleut, sortent de la maison, bravent la pluie. Je n'ai pas dit qu'ils goûtaient. Il pleuvait des corps. C'était comme des fourmis qui sortaient des terres. C'était beau à voir. Ce que je peux leur dire ce soir, en me réservant cet accueil-là, ils étaient en train d'accueillir leur futur président. Là, ils ne se sont pas trompés. Tôt ou tard, je vais diriger ce pays. Et je vais améliorer leur quotidien. Je suis prêt. J'ai eu 11 ans en cellule pour préparer ce projet, qui est un projet novateur, dirigé par l'essentiel et les priorités. C'est ce que je vais faire. C'est moi qui ai dit que Laurent Gbagbo est mon père. Il peut faire de moi tout ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas le droit de faire de lui ce que je veux. Je suis africain, je le demeure. C'est pourquoi je ne parle pas de lui en public ou de nos relations publiques. On m'a posé cette question à maintes reprises. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Moi, je donne toute ma vie à Laurent Gbagbo et à son combat. Mais ça, c'est les relations seulement. Quand il y a un débat dans une relation, parce qu'il y a des hauts et des bas dans une relation, il faut savoir gérer ces périodes-là. Ne pas dire un mot de plus, ne pas poser un acte de trop. Parce que ça peut s'arranger un jour. Pour le reste, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Je n'ai pas accepté que les fils de notre pays prennent des armes, sous prétexte qu'ils sont fâchés, et viennent attaquer un régime démocratiquement élu, dirigé par un homme de gauche pour qui j'ai beaucoup d'admiration, le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas accepté hier, je ne l'acceptais pas. Je me suis engagé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, je ne suis pas un mercenaire à qui on doit être redevable. Je me bats parce que je crois à une cause que j'ai défendue jusque dans les méandres de la CPI. Ma vie était engagée, se trouvait sur les lèvres d'un juge. Je n'ai pas tremblé. Vous savez ma fierté? La Cour pénale internationale ne s'est pas servie de moi pour condamner Laurent Gbagbo, parce que je n'ai pas tremblé. Donc on ne va pas réduire mon combat que j'ai mené à des éditions d'un livre par-ci par-là. Vous savez, les gens parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y en a qui ne sont même pas qualifiés pour parler des rapports entre le président Laurent Gbagbo et moi. Ils n'ont pas fini de têter politiquement. Je les retourne au sein politique. La vie n'est pas aussi simple que vous croyez. Vous comprenez? Nous nous sommes battus. Après, nous d'autres vont se battre. Il faut respecter les efforts des autres. Il faut respecter la douleur des autres. Et demain, on respectera votre douleur. Je viens de la Cour pénale internationale. Je n'étais pas là en vacances. Youm. J'étais allé que parmi tous les lieutenants de président Gbagbo et ses collaborateurs, la Cour pénale internationale a fait un tri. Pour moi, c'est parce qu'ils ont estimé que j'ai fait mon travail, bien fait mon travail auprès de mon patron, qu'ils m'ont amené à la Cour pénale internationale. Je reviens de là avec une belle victoire. Mais une très belle victoire. Parce que ne va pas à la Cour pénale internationale pour en revenir qui veut. Cette belle victoire, j'ai mal qu'elle est en train d'être gâchée. J'aurais voulu qu'on célèbre cette victoire pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique était derrière nous. Des gens qui ne nous ont jamais vus étaient derrière nous. On a fini par claniser cette victoire. Et quand j'en parle, je peux vous l'avouer, j'ai très mal. Mais bon, c'est la vie politique. Je ne vais pas pleurer là-dessus. Je continue mon chemin. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, bon, c'est normal que des partisans veulent que leur champion puisse rempiler. Ça, je ne peux pas leur enlever ce droit-là. Voilà. Pourquoi vous voulez forcément m'associer à ça? Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Voilà. Les gens, la raison a disparu. Et les gens sont prêts à faire votre bûcher. Ils attendent le moindre mot pour vous traiter de ce que vous... Moi, je me suis battu pour être moi-même. Est-ce que vous savez ça? Mon dernier emprisonnement à la CPI, c'était le 11e emprisonnement. Ah, vous le savez. Je me suis toujours battu pour ma liberté et pour les causes. Donc il y a des choses que je n'accepte pas. Est-ce que vous savez ça? Mais je dis qu'en public, je ne parle pas de mes rapports avec le président de Laurent Gbagbo. Vous avez dit que c'est un dernier combat. Ça, c'est votre vision. Moi, je ne peux pas l'empêcher de mener ce combat. D'accord? Et je n'ai pas d'avis à émettre sur ça. Parce que je sais ce qu'il m'attend. Voilà ce que moi, je vais vous dire. S'il y a quelque chose à dire, le temps viendra où je le dirai. Et je trouverai la tribune pour le dire. Ce n'est pas sur les plateaux. Tout ce que je peux dire
Quand on était en prison, on était... Regardez-moi encore. Quand on était en prison, on était 2. Quand on aura dit notre nom sur la liste en tant qu'homme de gauche, nous sommes 2. Quand on nous condamne à 20 ans, nous sommes 2. Quand on croupissait à la CPI, quand on ne savait pas à quel sein se vouer, on était 2. Quand on écoutait le juge de la CPI, sur les lèvres de qui se trouvait notre vie, on était 2. Vous comprenez ça? Je l'entends. Tout ce bruit autour, là, il n'était pas là. Aujourd'hui, ils estiment que j'ai rien fait. Il y en a qui disent même qu'on a payé pour que je le fasse, et qu'ils ne me doivent rien. Mais évidemment, moi, je ne suis pas un mercenaire. Mes amis avec qui j'ai fait l'université, ils me connaissent. Et c'est pourquoi ils sont restés attachés à moi. Pour le reste, non. Je ne vais pas être celui qui tue le père parce qu'il veut exister. Je laisse les choses aller. Voilà ce que je vais vous dire. Moi, j'aime le président Gbagbo. Je ne l'aime pas quand il est en liberté, quand tout va chez lui. Il y en a qui l'aiment quand ça ne va pas, c'est là que moi je sors. C'est ça qu'on appelle le guerrier. Voilà, moi, on me met au terrain quand ça ne va pas. Et là, quand j'ai écouté ce monsieur, je l'ai dit hier, je le répète encore. Parce que je viens encore de lire une de ces lettres qu'il a publiées et qu'il dit avoir écrit au président Gbagbo. Je dis à tous les Africains que ce monsieur est dangereux. Quelqu'un qui vient devant vous, pour vous faire plaisir, qui vous dira, oh oui, hier, j'ai eu une réunion secrète avec tel monsieur il y a des années, il m'a envoyé prendre des mallettes, après le président Chirac m'a dit ceci, après le président Sarkozy m'a dit cela. Même dans la lettre qu'il vient d'écrire, il révèle des choses. Qu'il a organisé des réunions, des contacts entre le président Gbagbo et Sarkozy à tel ou tel endroit. Ça peut vous faire plaisir. Demain, il dira à d'autres personnes ce qu'il a fait avec vous. Il faut s'éloigner de telles personnes. C'est mon avis. Je n'accepte pas ces méthodes. Ces méthodes mafieuses. De faire chanter nos présidents africains. C'est ça. Vous voulez qu'on vous laisse en paix, payer telle somme. Et il est fier de le dire. Ce monsieur doit être arrêté. Je suis surpris que les Africains n'ont pas encore réagi à ça. Il est dangereux. Je le répète ici. C'est ce qui a soulevé ma colère. Vous ne pouvez pas dire les pays africains sont pauvres, nous allons les aider, et puis après, vous passez par derrière, vous leur prenez des milliards que vous allez donner à des candidats, à des élections. Ce n'est pas juste. C'est cela que je dénonce. Et il faut maintenant que ça s'arrête. Et ça, c'est l'affaire de notre génération. Depuis moi, je vous entends. Oui, oui. À aucun moment, vous ne révélez pas que moi aussi. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Pourquoi c'est moi seul qui le dis? Non. Voilà. Mais c'est ça. Pourquoi c'est moi seul qui dois le dire? C'est une injustice. Oui. Ce que je ne comprends pas, Oui. c'est la géométrie variable avec laquelle vous jugez les problèmes. Je n'ai pas dit de me défendre. Vous posez un problème. Quand vous dites, vous posez un problème de radiation des noms des leaders politiques d'une liste électorale, posez le problème, parlez-en. Nous sommes 3 leaders dont les noms ne sont pas sur la liste électorale. Et c'est une injustice. Le président Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé. On est d'accord là-dessus? Je vous suis. Hein. Maintenant, vous me demandez s'il y a une marche, est-ce que j'irai? Moi, je ne sais pas s'il y a des marches en vue. Ça, je ne sais pas. Et je ne suis pas là pour jouer les dynamori politiques. Je parle aux Ivoiriens. Je parle à l'opinion africaine. Il ne se passe pas un seul instant quand je parle dans les aéroports au niveau africain que je ne sois pas assailli par des Africains. Oui, je peux vous dire, le message du combat est allé très loin. Je peux vous le dire. Je suis ici à Bordeaux, invité par la diaspora africaine pour débattre du thème des relations nord-sud. Et je pense que partout où je passe, les Ivoiriens me le rendent bien. C'est eux la cible. C'est eux le juge. Et je pense que le message y passe. Au-delà du président Tidjane Thiam, je peux vous dire aujourd'hui qu'en tant qu'opposants, nous sommes regroupés au sein d'une coalition, au sein d'un regroupement. Tout à fait, avec le MGC et le PDCRDA, avec Tidjane Thiam, ils font partie. Okay. Nous travaillons d'abord pour l'instant sur les conditions d'une élection transparente et inclusive. C'est là-dessus que nous travaillons. Nous ne travaillons pas encore sur des candidatures. Mais cela, ça viendra. Ce n'est pas une question de rapprochement générationnel. C'est une question de projet de société. Est-ce que nous avons la même vision? D'accord?
Et quelles sont les thématiques qui nous rassemblent? Quels sont les idéaux qui peuvent nous rassembler? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'ils pensent de la cité, de la santé des Ivoiriens, de l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'ils pensent de quelle politique agricole ils portent? C'est de tout cela qu'il faut discuter. Moi aussi, quels sont les projets que je porte? Et c'est comme ça, pour moi, il faut confronter les projets. Si on est d'accord, ce n'est pas une question de personne. Voilà. S'il faut aller ensemble, on discute, les deux parties discutent. Et puis, on tombe d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quel est le projet qu'il faut pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. C'est comme ça que moi, je pose des problèmes. Mais moi, je n'aime pas là où il y a les conflits. Moi, je n'aime pas là où il y a les querelles des personnes. Parce que je pense que j'en ai trop souffert déjà. Donc, vous me demandez s'il y a un rapprochement, on ne dit jamais, jamais. Mais en tout cas, j'ai salué le fait que à Daoukro, lors du décès du président Henri Konan Bédié, lors de ses obsèques, il a repris mon discours et il m'a félicité. Il n'était pas obligé de le faire. Un autre leader politique aurait passé des poches dessus. Vu que vous en parlez, on aurait considéré cela comme une rivalité. Mais ça aussi, c'est de l'humilité. Je voulais saluer cela. Et lui et moi, on ne se porte pas en haine. Vous voyez que déjà, on travaille ensemble. On a un bon début. Et puis, on est ensemble. À la mort de Yasser Arafat, le plus bel hommage qu'il a reçu, c'est de son rival, Benjamin Netanyahu. Vous savez ça? À la mort de Yasser Arafat, celui qui lui a rendu le plus bel hommage, c'est Benjamin Netanyahu. Embêté, je suis africain. À Kanigbo, on est mozilou babretier. À Kanigbo, on est mozilou babretier. C'est-à-dire mon ennemi, mon adversaire, je ne te souhaite pas la mort. La mort rassemble. C'est au cours de la mort qu'on règle le conflit, chez moi. Au-delà de ça, quand je rentre en Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, ce leader-là, qui me reçoit à Daoukro, avec tous les honneurs, qui me donne des conseils que je porte aujourd'hui, comme des conseils testamentaires. Quand je suis à La Haye isolé, celui qui m'envoie des délégations à plusieurs reprises pour me soutenir, c'est le président Henri Konan Bédié. Je dis même que je l'ai connu trop tard. On avait un rendez-vous en vue qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu parce qu'il est parti. J'ai trouvé ça comme un devoir de lui rendre hommage. J'étais étudiant, lui il était président de la Côte d'Ivoire, moi je défendais les intérêts des étudiants et des élèves, lui il défendait son pouvoir. Ça, c'est la politique. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Et c'est cela, la vision que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Oui, le président Bédié méritait que je lui rende hommage. Et je suis fier de lui avoir rendu cet hommage-là. Je dis merci aux militants du PDCI RDA qui m'ont bien accueilli lors de ces obsèques-là. Je dis merci au président Tidiane Thiam qui a relevé la pertinence de l'hommage que j'ai rendu au président Bédié. Tout cela rapproche, non? Tout à fait. Tout cela rapproche. Oui. Vous n'êtes donc pas surpris que nous fassions des réunions aussi ensemble. On voit qu'au-delà de nos divergences politiques, la Côte d'Ivoire peut nous rassembler. Voilà comment je vois les choses aujourd'hui. En rentrant en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Je ne la vois pas en termes d'idéologie aujourd'hui. Qui peut rassembler la Côte d'Ivoire? Qui peut apaiser les Ivoiriens? Qui peut les sortir de ce traumatisme-là? Qui est celui-là qui peut parler au-delà de son clan? Au-delà de son parti politique? C'est ça que moi je cherche. Si jamais je ne suis pas retenu sur la liste électorale, si je dois battre campagne, c'est pour celui qui peut rassembler les Ivoiriens que je peux me battre. Moi, je ne peux pas me battre pour un chef d'école. Si vous me demandez pourquoi moi je ne reçois pas une personne, je peux vous l'expliquer. Mais si vous me demandez pourquoi une personne ne me reçoit pas, moi je ne peux pas l'expliquer. Mais ce n'est pas grave, ça fait quoi? Je suis moi-même, je suis Charles Blé Goudé. Le président Ouattara a beaucoup de dossiers à gérer. Le mien n'est pas être important. Voilà, et ça ne peut pas fâcher quelqu'un. Vous comprenez? Voilà, je pense qu'il faut éviter de créer des problèmes de personnes inutiles. Voilà. La question aujourd'hui, c'est qui a tué Sorcier? Qui a tué cet étudiant? Qui se battait? Je n'ai pas voulu me prononcer depuis, parce qu'il y a une enquête en cours. Vous savez, il y a une occasion, il y a une enquête en cours. Il ne faut pas bâcler l'enquête. Il ne faut pas politiser cette mort-là. Il faut qu'on se calme tous.
qu'on laisse le procureur aller jusqu'au bout de son enquête et qu'il vienne nous dire qui est l'assassin. Parce qu'on peut avoir l'assassin dont la clameur publique parle et l'assassin que la justice trouvera. C'est pourquoi, depuis, je me tiens loin de ce dossier-là, qui est en instruction. Mais ce qui me choque, c'est que la justice ne s'est pas encore prononcée, qu'il y en a qui ont trouvé le coupable. Je vous dis que je viens de la Cour pénale internationale. J'ai beaucoup appris dans cette cour. Quand ce qui est un dossier judiciaire, un individu est assassiné. Il y a des suspects qui, jusqu'à preuve du contraire, bénéficient de la présomption d'innocence, jusqu'à ce que l'enquête aboutisse, que le droit soit dit et que le juge prononce la condamnation sur la base des pièces qu'il a reçues. Quand une enquête est en cours, par rapport à un événement qui a eu lieu, un crime qui a été perpétré dans un environnement donné, sur un territoire, un périmètre donné, ça veut dire que on peut avoir des témoins dans ce périmètre. L'assassin peut même être dans ce périmètre. Mais quand, le lendemain, vous chassez les étudiants de ce périmètre, ceux qui occupent les chambres de manière illégale, c'est ce qui a été dit, et qui sont censés être des étudiants de la FESI, laquelle FESI est soupçonnée d'être à la base de ce crime. Vous êtes en train d'éloigner les probables témoins, les probables assassins du lieu du crime. Vous bâclez l'enquête. Voilà les interrogations qui me fourmillent. La question, c'est qui a tué cet étudiant? Il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. J'attends beaucoup de choses. Les gens sont même allés chercher une ancienne vidéo de moi, au forum de l'Université d'Abidjan, quand j'étais encore à la tête du mouvement étudiant, parce qu'ils voulaient forcément nous associer, nous tous là, nous diaboliser. Oui, la FESI a créé, qu'est-ce qu'ils ont dit, des monstres. Et on veut nous complexer. Personne ne peut me complexer. Moi, je suis fier d'être un fessiste. La FESI m'a formé. Et la FESI a formé des cadres qui servent aujourd'hui la République. Quand les gens parlent, qu'ils fassent attention. Qu'ils regardent juste autour d'eux. Ils disent que la FESI a formé des monstres. Le chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Claude Saï, nous, la FESI, on appelle l'enfant mystère. Il était le secrétaire général de la FESI à l'ENS. C'est un monstre. Il est le chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un pur produit de la FESI. Il est RHDP. Est-ce que c'est un monstre? C'est un monstre. Quelqu'un qui est le chef de cabinet du président de la République de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Maître Meïté Aboulaye, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, le RHDP, il est avocat. Mais il est avocat de l'État. C'est un ancien fessiste. Le discours dont ils sont allés prendre la vidéo qu'ils ont montrée sur les réseaux sociaux, le jour où je partais à cette assemblée générale de la FESI, celui qui me conduisait, il s'appelle Maître Meïté Aboulaye. Parce que nous, on n'avait rien. Mais lui, il prenait la voiture de son père pour de temps en temps me conduire amicalement. C'est pourquoi on est liés, lui et moi. Blaise Guiraou, il est RHDP, le vice-président du Conseil économique et social. Est-ce que c'est un voyou? Karamko Yayoro, il est conseiller spécial à la primature de Côte d'Ivoire. C'est un RHDP. Est-ce que c'est un voyou? Pour ne citer que cela. Maître Bruno Jean-Serge, c'est un produit pur de la FESI. Vous avez vu ses interventions à la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est un voyou? Maître Zokou Seni, avec qui j'étais au bâtiment E à la Université de Yopougon, il est avocat au barreau de Bruxelles. Est-ce que c'est un voyou? Julien Kwame, il est magistrat. Maître Goibi, il est avocat. Aïpo Marcel est docteur en histoire à l'université de Bouaké. Il y a un problème qui est posé. Je suis Charles Blegoudé. Je suis titulaire d'un DSS en communication politique. Titulaire d'un MBA en RSE, attendez, responsabilité sociétale de l'entreprise. Laissez-moi directement un voyou. Pas énerver les gens. Un problème posé. Il y a eu un crime. Qui a tué Sorcier? Les étudiants s'entretuent. Qui se bat?
C'est la question qui est là. Il y a ceux qui s'entretuent, et puis il y a ceux qui se battent. Ici, il faut s'incliner devant la mémoire de celui qui est décédé, de celui qui a été tué, ou de ceux qui ont été tués. Et puis, laisser le procureur tranquillement aller jusqu'au bout de son enquête. Parce que nous, on attend le procès. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour ne plus que ça se répète. C'est ça, la question. Moi, je ne vais pas déblatérer sur la question de la dissolution de la FESI ou la question de la dissolution des étudiants. Un étudiant qui n'est pas de la FESI, qui est membre d'une organisation étudiantine et qui est à Korogo, qu'est-ce que celui-là a à voir avec son association étudiantine d'une histoire qui s'est passée au campus de Cocody? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? La précipitation est souvent source d'erreur. Je condamne ce crime avec ma dernière énergie. Je souhaite que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Le secrétaire général de la FESI qui est aujourd'hui en prison, 2 semaines avant ou un mois avant, il a fait des interviews. Il a fait des assemblées générales où il dénonçait des réseaux de drogue sur le campus qui étaient entretenus par un élu du pouvoir. Il a dit, la vidéo existe. Qui est cet élu-là? Il faut interroger Sié Kambou pour qu'il parle. On veut être situé. Moi, je n'ai pas envie d'être sali. Qui est cet élu proche du pouvoir? Il dit c'est un député. Mais il est aux mains de la police. Interroge-le. Nous, on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il y a un système mafieux entretenu par des hommes politiques au sein de l'université. Qui sont ces hommes? Qui a tué Sorcier? Qui a tué Sorcier? Nous sommes au Sénégal. 10 jours avant les élections. 10 jours avant les élections au Sénégal. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, Bassirou, étaient des prisonniers. Leur nom était rayé de la liste électorale. Exactement 10 jours avant les élections au Sénégal. L'opposition classique sénégalaise ne les soutenait pas. Ils ont été libérés 10 jours avant les élections. Le nom de Diomaye Faye a été inscrit sur la liste électorale par celui de Ousmane Sonko. 10 jours après les élections, l'un est à la primature, l'autre est au palais présidentiel. C'est ça la vie politique. Tout est dynamique. Ceux qui se moquent de moi demain, ils m'appelleront Excellence Président. Le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Le dernier de demain peut être le premier de demain. Et moi, je crois fort dans ça. C'est pourquoi je ne suis pas agité. Je ne suis pas du tout agité. Ceux qui sont allés enchaîner Diomaye Faye devant ses collaborateurs à son bureau à Dakar, qui l'ont menotté, qui l'ont jeté en prison. Est-ce qu'ils savaient ce jour-là qu'ils étaient en train d'arrêter, d'enchaîner, de menotter leur futur président de la République? Ceux qui ont encerclé la résidence de Ousmane Sonko pendant des mois à Dakar et qui l'empêchaient d'aller et venir, ceux qui ont caillassé sa voiture, est-ce qu'ils savaient ce jour-là que celui qu'ils étaient en train de priver de liberté, c'était leur futur dirigeant, leur futur premier ministre? La vie est faite de surprises. Je le répète encore. 10 jours avant, ceux qui dirigent le Sénégal, c'était des prisonniers. 10 jours après, c'était les autorités qui parlent aujourd'hui et dont la signature engage la vie du Sénégal. Je ne suis pas pressé, je suis déterminé. Je ne suis pas pressé, je suis déterminé. J'ai un projet pour les Ivoiriens que je veux qu'on me permette un jour de faire en sorte qu'ils bénéficient de ce projet-là qui est baptisé, dirigé par l'essentiel et les priorités. Pour moi, on ne peut pas être incapable de payer son loyer mensuel et avoir pour projet d'aller acheter un bateau ou un jet privé. Je veux dire, la Côte d'Ivoire telle qu'elle est ne peut pas se permettre ce que les États-Unis se permettent. Ne peut pas se permettre ce que la France se permet. Le Sénat ivoirien
il est certes important, il n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre qui sort de crise. On a un président de la République, on a un premier ministre, on a un vice-président, on a un haut représentant du président de la République. Guillaume, c'est un embouteillage institutionnel, budgétivore, inutilement. Mais je pense que la Côte d'Ivoire peut faire des économies. Le haut représentant, le grand médiateur de la République, le grand médiateur, il a déjà réglé quelques crises en Côte d'Ivoire. Mais il est payé. On a des maires qui sont là pour le développement, on a des présidents des régions qui sont élus, et on a des ministres-gouverneurs. C'est ça. C'est pour faire quoi? La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre tout ce luxe. Quand j'arrive au pouvoir, je supprime tout ça. Je peux m'en servir pour construire des centres de santé. Je peux m'en servir pour empêcher des élèves du primaire de prendre des cours sous des appartements de fortune dans les villages. L'État doit apprendre à faire des économies. Diriger autrement, c'est aussi ça. C'est pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour régler les problèmes des personnes. Et je voudrais tout de suite rassurer. Charles Blé Goudé, président, aucun ancien président n'ira en exil. Il mènera sa vie tranquillement. Des barons du régime que j'aurais battus dans les urnes ne partiront pas en exil, ni en prison. Ils vont mener leur vie tranquillement. Comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait ailleurs. C'est cette Côte d'Ivoire-là que je vais mettre dans la cour des grands. C'est ça que je cherche. Faire en sorte que le petit Djoula se trouve chez le BT, chez lui, quand il est là. Que le petit BT, quand il va à Korogo, se trouve chez lui. Que le petit Baoulé ne se sente pas en danger quand il vient chez un Agni ou chez un Ébrié. C'est cette Côte d'Ivoire-là, rassemblée, c'est d'elle que je parle. Oui, on a eu une crise. C'est notre histoire. Il faut qu'on tourne la page de l'histoire. Il ne faut pas que la politique fasse peur. Je veux que les Ivoiriens soient libres dans la tête, soient contents d'aller aux urnes. Et quand ils finissent de voter au retour, qu'ils ne craignent pas pour leur vie. La politique, ce n'est pas un lieu de voyousie. C'est un jeu. Monsieur Vergès, tel est mon combat. Quand je me promène en Côte d'Ivoire, vous pouvez lui demander aux gens. Je ne suis pas entouré de policiers. Parce que je me sens libre chez moi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je me bats pour mon pays. Je veux rassembler les Ivoiriens nouveaux. C'est pourquoi là où on parle des clans, moi je ne suis pas là. Demain, je serai heureux que des jeunes Djoula, des jeunes Baoulé, des jeunes Agni, des jeunes Atier soient autour de moi. Déjà dans mon bureau, vous le verrez comme ça. La Côte d'Ivoire en miniature est déjà rassemblée autour de moi. C'est pourquoi toutes les questions que vous me posez sur des querelles inutiles, je ne m'en occupe pas du tout. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. J'ai été emprisonné à La Haye, jusque dans les griffes de la Cour pénale internationale. Là où on va et puis on dit on ne vient pas. J'y suis allé. Ma première prise de parole était une prophétie. Méfiez-vous de ma bouche. Ce qui sort d'ici est béni. C'est cette même bouche que j'ai prise à la CPI. J'ai dit au procureur, on m'a dit que quand on ne vient pas ici, on ne repart pas. Je vous informe que je repartirai. Je suis reparti en Côte d'Ivoire, pas par orgueil, mais parce que je suis dans une logique de cohérence quand je parle. Je ne veux pas me servir de mon leadership pour écraser les autres. Je veux que mon leadership puisse impacter positivement, rassembler les Ivoiriens. C'est vrai, oui, on a souffert, mais on peut vivre autrement aujourd'hui, en étant rassemblés. On peut développer la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Tout le monde n'est pas obligé d'être PPACI. Tout le monde n'est pas obligé d'être RHDP. Tout le monde n'est pas obligé d'être PDCI. Souffrez de nous accepter tels que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas vous. Nous voulons être différents de vous. C'est pourquoi nous avons créé notre parti politique. Moi, dès ma naissance et mes premiers cris, c'était des cris de douleur. Parce que ma mère est morte en couche. Toute ma vie est combat. Toute ma vie est combat. Le jour où, après mon BPC, je reviens dans mon village, tout le monde est étonné de me voir. Parce que personne ne pensait que j'allais suivre mes cris. Depuis que je suis étudiant, j'ai fait tout mon temps dans la prison, pour mes opinions. Vous parlez de Blé Goudé, vous ne le connaissez pas du tout. Vous venez répéter ce que les autres vous disent de répéter. Pour connaître la largeur des feuilles d'un arbre, aller sous l'arbre. Vous ne le connaissez pas du tout. J'ai des convictions fortes pour mon pays. Mais je n'aime pas le querelle. Monsieur Vergès, je me suis battu toute ma vie pour les autres, mais pour moi-même aussi. Les étudiants n'avaient pas de bourses. Les amphithéâtres que vous voyez aujourd'hui à l'université, c'est ce que nous avons réclamé. J'étais bourré dans les bus.
Nous nous sommes battus pour ça. Je ne suis pas un voyou. La traîtrise et moi, on est comme l'eau et l'huile. Parce que je suis un homme fidèle. Je profite de votre question. Tous ceux qui me traitent de quelqu'un qui aurait trahi le président Gbagbo, vous vous trompez. Ou alors on vous trompe. Vous ne me connaissez pas du tout. Respectez ma douleur. Respectez mes efforts. Vous verrez qu'on peut certainement faire chemin ensemble. Quand quelqu'un a abandonné sa famille, parce qu'il croit dans un combat, et qu'il brave une cour pénale internationale, et qu'il sème même le doute dans l'esprit du procureur de la cour pénale internationale, qui me disait un jour, quand il me voit devant la cour pénale internationale, vous êtes encore ici, mais allez chez vous. C'était là l'aveu de son impuissance. J'ai des amis de combat qui ne sont pas mes ennemis. J'ai toujours voulu être moi-même. Un leader, on ne le fabrique pas. Il se construit. Une histoire de combat, on ne l'achète pas. Elle se construit. Je construis une partie de mon histoire avec les Ivoiriens. Je continue de la construire. Et je vais leur dire ici ce soir. Comme la question revient à chaque fois, c'est moi qui ai décidé que le président Gbagbo est mon père. Demain, mon père. Mais même un père et son enfant ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets. Même à la maison, dans la famille biologique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va venir s'exposer sur la place publique. Quand vous parlez de moi, faites attention. Vous me blessez, je vous le dis. Je ne peux pas dire ça me dit rien. Vous me blessez. Et plus vous m'insultez, plus vous m'éloignez de vous. Parce qu'avant tout, voilà, j'ai des veines où coule le sang. C'est que vous ne pouvez pas accepter. Ne le faites pas aux autres. Est-ce que vous savez ce que j'ai ressenti quand j'étais seul à La Haye? Est-ce que vous savez? Quand vous êtes en prison avec un voisin et qu'il est parti, que vous restez là, vous ne savez même pas où donner de la tête. Est-ce que vous savez ce que j'ai ressenti? Qui allait m'aider à avoir un passeport? Comment j'allais rentrer en Côte d'Ivoire? À quelle sauce allait être mangée? Toutes ces questions étaient dans ma tête. J'ai dit merci aux Ivoiriens, de la diaspora, de Paris, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, qui ont mis ce cordon de sécurité autour de moi. Grâce à eux, je n'ai pas pété les plombs. Je suis en train de me reconstruire. On peut sortir des prisons et devenir fou. Dieu merci, j'ai gardé le Nord. Ne me poussez pas à bout. Je vous remercie.